La première fois que je me suis posé la question, j'étais en train de travailler sur un projet qui consistait à mesurer le taux de VIH dans le sang de patients, dans un laboratoire spécialisé à Santa Monica. Je n'étais qu'un consultant. Je venais juste 3 jours par mois pour faire ce job. Et à un moment, il nous a fallu rejustifier notre donation provenant de l'Institut national de la santé. Donc j'ai dû le faire et l'écrire. Et les premières lignes disaient que le VIH était la cause probable du sida. Je l'ai écrit et je me suis dit que j'avais besoin d'une référence d'un écrit scientifique pour appuyer cette affirmation. Car lorsque vous faites ce genre d'affirmation scientifique, cela devient un fait, donc il vous faut l'expliquer. Voilà comment je suis arrivé à cette conclusion. Et vous mettez un petit 1, si c'est la première affirmation, qui vous ramène en bas de page et qui dit « Voilà l'écrit de quelqu'un qui décrit pourquoi cette affirmation est vraie ». Donc, je me mets à penser « Mais quel est ce papier ? À qui je m'adresse pour ça ?» Et je demande à quelques virologistes de la société qui me disent « Oh, tu n'as pas à le référencer. » Mais je devais le référencer, car je n'ai aucune idée d'où ça vient. Comment je pourrais le savoir? Et il s'est avéré que personne ne le savait. Il n'y avait aucune référence scientifique, comme un article que quelqu'un aurait proposé avec des données expérimentales, comme une argumentation logique qui dit « Voilà comment nous savons que le VIH est la cause probable du sida ». Il n'y avait rien de tout ça, rien du tout. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Luc Montagnier, lorsque vous l'avez questionné sur les références qu'il avait sur le VIH, puisqu'il était... Au moment où j'ai rencontré Luc Montagnier, j'avais déjà rencontré beaucoup de chercheurs orientés sur le sida lors de réunions, et j'allais toujours vers eux, s'ils avaient l'air de savoir ce qu'ils disaient à propos du sida. Donc, j'allais les voir après, et je leur demandais où je pouvais trouver des données scientifiques de référence, que je puisse utiliser. Vous vous rappelez, j'ai une phrase qui dit que le VIH est la cause probable du sida, et il me fallait supporter cette déclaration par quelque chose avant que je puisse l'écrire et le proposer. Et j'ai fait le tour et j'ai demandé à plein de gens. Et je ne trouvais pas. D'abord, j'ai cherché des données informatiques, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais il doit y avoir quelqu'un qui sait, avoir des experts, et demande-leur. Donc, je leur ai demandé les uns après les autres, et aucun ne savait. Aucun. Et je commençais à paniquer. Quand je réalisais qu'ils n'en savaient rien, personne n'en savait rien. Tout ça n'est qu'une énorme fraude. C'est ridicule. Et puis Montagnier est venu, un genre de séminaire particulier à San Diego, où une vieille amie de Robert Gallo, Fossey Wanstall, venait de créer un département pour la recherche sur le sida qui impliquait beaucoup d'argent, de l'argent fédéral. Et ils ont fait venir Montagnier pour un discours. Et après ça, il y a eu le vin et le fromage, et je suis allé voir Montagnier. Je lui ai dit, « Docteur Montagnier, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver de référence. Je n'arrive pas à trouver de référence qui puisse appuyer le fait de dire que le VIH est la cause probable du sida. Et je pense que vous pouvez m'aider. » Et il savait qu'il pourrait m'aider, et me dit, « Pourquoi ne citez-vous pas cette nouvelle publication ?» Par nouvelle, il voulait dire cette année. C'est une nouvelle publication sur un virus qui peut tuer les singes. Je pense que c'était des singes, ou en tout cas liés aux singes, ou des jeunes primates. Et j'avais lu que rien de tout ça ne marchait. C'était censé être un modèle d'étude du sida que quelqu'un avait imaginé, un genre de rétrovirus qui passait d'un mammifère à l'autre et qui finissait probablement chez le chimpanzé qui en mourait. Et ça le tuait, mais ça le tuait en une semaine. Aucun symptôme n'était identique. Rien ne ressemble au sida, là. Le sida ne vous tue pas en une semaine, c'est complètement ridicule. Aucun symptôme n'était là. Et j'ai dit, vous savez, j'ai lu cette publication et je n'y ai vu aucune relation avec le sida et je ne pense pas que je puisse utiliser ça comme référence. Et je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Il s'est éloigné.
Oh non. Avant qu'il me parle de cette publication, il me proposa d'utiliser celle du NIH, en fait le rapport du CDC. Et ça, j'avais regardé et je savais que ce n'était pas scientifique. Et alors il me parla de cette autre publication, qui venait juste de sortir il y a un mois, autour de laquelle il y a eu beaucoup de fanfares. Mais ça ne valait rien. Bon ouais, si tu obtiens 2 millions de dollars, tu peux trouver un moyen de tuer un primate avec un rétrovirus, et alors? Cela n'a rien à voir avec le sida. Ça n'en avait pas l'air, ni l'odeur. Ce n'était rien. Juste un rétrovirus qui peut tuer un chimpanzé. Et après? Ensuite, il n'y a plus eu d'échange, il s'est éloigné. Et les gens autour, ses collègues, le regardaient d'un air de dire qu'il aurait pu être plus convaincant. Mais il ne le pouvait pas. Donc il est parti. Je pensais vraiment qu'il aurait une réponse. Vraiment. Vous savez, j'étais sur le point de perdre toute ma confiance dans le système. Mais je pensais que Montagnier saurait. Il pourrait me dire pourquoi il pense que le VIH est responsable. Il me dirait quelle étude le démontre. Mais il n'avait rien. Aucun d'entre eux n'a quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'ils sont bizarres. Ils ne veulent pas parler. Ils n'aiment pas voir les gens comme moi les approcher et leur poser des questions. Et ils sont prêts à aller très loin pour l'empêcher. Ils prennent des risques. Je ne voudrais pas être à leur place. J'avais pour mission de développer un test de diagnostic du VIH. Et il y avait une sorte de tradition tacite chez Amgen, qui était qu'à chaque nouvelle phase de lancement du développement d'un produit, nous invitions des personnes d'avis opposés. Et la seule personne que je connaissais, qui n'était pas totalement convaincue que le VIH était la bonne cible, était le docteur Peter Duisberg. Donc j'ai appelé le docteur Peter Duisberg pour qu'il vienne faire un séminaire à Amgen. Il était d'accord. Et c'était au moment où il venait de publier sa théorie sur d'autres causes du sida et sur le fait que pour lui, le VIH n'était qu'un inoffensif virus voyageur. Et ceci a vraiment semé le doute dans mon esprit et je me mis à remettre en question le lien entre le VIH et le sida. Et c'était intéressant, ce séminaire. La majorité des PhD de la société l'ont boycotté. Ils ont refusé de venir pour ne pas se trouver dans la même pièce que Peter Duisberg. Et j'ai trouvé ça bizarre, car en tant que scientifique, généralement on aime bien confronter nos arguments. Et je pensais que si quelqu'un avait des arguments à faire valoir contre Duisberg, ce serait le moment parfait pour le faire, pour l'attaquer. Ils ont néanmoins laissé venir ceux associés aux recherches. Et c'était très étonnant. Tout ce sur quoi le docteur Duisberg a attiré mon attention m'était complètement inconnu. Et en se basant sur ce qu'il a dit, je me suis convaincu qu'il y avait de sérieux problèmes avec l'hypothèse VIH-Sida. Si bien sûr tout cela était vrai. Et cela m'a poussé à aller à la bibliothèque. C'était il y a 12 ans, et depuis, je n'ai pas arrêté d'étudier ce problème. Je me rappelle quand le changement s'est produit en moi, car durant les premières années du sida, je couvrais le sujet d'une manière très conventionnelle. Et puis, j'ai appris, une raison en amenant une autre, j'ai eu la chance de pouvoir approfondir le sujet. J'ai passé une semaine dans le laboratoire d'un virologiste en Allemagne qui m'a montré les procédures nécessaires pour isoler et purifier un virus. Et pourquoi il doutait que celle-ci ait été employée pour le VIH. Et graduellement, je compris la complexité de cette histoire, ce qui m'a permis d'effectuer ce changement. Mais je me souviens avoir résisté à l'idée que j'avais pu couvrir un tel sujet de manière si erronée pendant des années. Vous savez, cela exige que vous preniez beaucoup sur vous, à l'intérieur, pour pouvoir changer de perspective sur un sujet si important et si chargé en émotions qu'est celui de déterminer la cause du sida. Depuis le tout début de mon engagement médical, j'ai focalisé sur le planning familial, l'éducation sexuelle, la contraception, l'avortement, car je pense que c'est la base d'une vie heureuse, être capable de contrôler sa fertilité. Et en 87-88,
Nous étions confrontés à des rapports nous indiquant que ce nouveau virus et cette nouvelle maladie, qui jusque-là se développaient et provenaient spécifiquement de groupes soi-disant considérés à risque, celui des homosexuels et des hémophiles, s'étendaient maintenant à la population hétérosexuelle. Et j'ai trouvé ça très peu probable et en contradiction avec tout ce que j'avais appris en médecine, car le mode de transmission est prédéterminé et ne change pas facilement. Et de dire que maintenant, le VIH se répand hors des groupes à risque, parce que les gens qui s'y trouvent sont tous infectés, sous-entend que le virus a une certaine intelligence, la connaissance du nombre de personnes infectées, et de se dire, bien maintenant, je vais changer mon mode de transmission. C'est comme si nous étions coincés dans une voiture, elle-même coincée dans un embouteillage, et se décider soudainement, bien maintenant, on va voler parce qu'on ne peut plus faire avancer la voiture. Ça n'a pas de sens. Et c'est là que j'ai commencé à poser de sérieuses questions, auxquelles je n'obtenais pas de réponse satisfaisante. Donc je posais des questions encore plus sérieuses. Et à la fin, j'ai fini par écrire un livre pour me replonger dans l'évaluation, la composition et l'analyse de faits, de données disponibles sur ce sujet. À cette époque, les experts prétendaient, on est en 1999, et il y avait déjà eu 250 000 de morts en Afrique du Sud, rien que cette année-là. Et ce qui me frappa, c'est que si je pouvais vérifier que c'était vrai, alors il était même obscène de continuer le débat. Et si je pouvais le prouver, ce que je pensais être juste l'histoire d'un ou deux coups de fil, ça clôturerait le débat, et les contestataires n'auraient plus qu'à battre en retraite dans un recoin de leur labo. Donc je me suis mis en quête de trouver les corps. C'était il y a plusieurs années, je suis toujours en train de les chercher. Avez-vous trouvé les corps? Non. Et je pense que ces affirmations qui émanaient de la Fondation pour le sida étaient complètement ridicules. Mais comment pouvez-vous dire cela quand des millions d'enfants, des millions d'hommes et de femmes, d'orphelins, que l'on dit morts du sida? Ok, prenons un peu de recul et regardons plus largement. Quand j'étais encore naïf à propos du sida, je me rappelle que j'ouvrais le journal et que je tombais sur des chiffres astronomiques, stupéfiants, d'Africains infectés par le virus VIH, 24 millions, 30 millions, ce genre-là. Donc en fait, ce que vous découvrez n'implique pas qu'autant de gens aient été testés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été assumé, selon un modèle mathématique alambiqué, que de nombreux Africains étaient théoriquement en relation avec une femme testée positive lors d'une enquête du gouvernement. Que voulez-vous dire par théoriquement ? Êtes-vous en train de dire que ces morts n'ont pas existé? Je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Vous devez... C'est un sujet qui exige la sagesse d'un bouddhiste. Vous devez être capable d'entretenir deux possibilités en parallèle dans votre cerveau. C'est très difficile à faire pour la plupart des gens. Par contre, je peux vous dire ceci. Il n'y a aucune statistique nulle part ailleurs en Afrique. Elle n'existe tout simplement pas. Il n'y a que des estimations produites par des gens qui ont un intérêt direct à dépeindre la situation du sida en Afrique comme étant aussi catastrophique que possible. La seule exception est ce pays, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays d'Afrique où il y ait quelque chose qui se rapproche de près ou de loin d'un système fondamental d'enregistrement sur la base duquel vous pouvez tirer quelques conclusions. Donc vous allez me demander les chiffres pour le reste de l'Afrique. Je n'en sais rien. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez pour à peu près tous les pays d'Afrique et personne ne pourra vous contredire car c'est quasi impossible à vérifier. Vous pouvez être à Genève devant votre ordinateur et produire toutes sortes d'estimations. Elles seront toujours théoriques. Ça, c'est le champ de bataille, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est l'exception. C'est le seul pays dans tout le tiers-monde où il est possible d'évaluer la précision de ces estimations théoriques en les confrontant à la réalité du registre des décès.